Bienvenue dans l'Almanach, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu, la Bretagne. Cette période a longtemps été décrite par les archéologues comme une rupture entre un premier et un second âge du fer, notamment parce qu'elle se termine par une apogée de ce que l'on a appelé un art celtique, en s'appuyant avant tout sur des découvertes d'objets luxueux dans des sépultures. Il y avait cette idée qu'il ne pouvait être relié qu'aux élites, que c'était plus ou moins des commandes qui ont été passées par des hauts dignitaires qui avaient pour seul objectif d'afficher leur statut et de montrer qu'ils avaient accès à ce type d'objets, qui étaient vraisemblablement réalisés par des artisans qui étaient dévoués à leur service et qui de toute façon étaient extrêmement coûteux. Gadea Cabanillas est archéologue, conservatrice du patrimoine au service régional d'archéologie de Bretagne. Elle est spécialiste de l'âge du fer et a notamment publié l'ouvrage Art celtique en Bretagne, chronologie, esthétique et fonction sociale de l'estampage sur céramique au second âge du fer, issu de sa thèse. Je pense que les données actuelles ne permettent plus de maintenir l'idée d'art celtique réservé à une élite minoritaire. Il y a énormément de nuances des objets qu'on utilisait tous les jours ou qu'on voyait tous les jours, qui avaient de petits décors comme des peignes, des outils textiles, des céramiques. On a beaucoup négligé ce volume d'informations-là, qui est peut-être aussi important, si ce n'est plus, que les quelques objets très très précieux qu'on a mis dans les vitrines de musées, parce qu'ils ont aussi un intérêt. Ce ne sont peut-être pas des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art avec un grand H, mais qui faisaient vraiment partie de la vie des gens et qui peuvent nous éclairer sur à quoi ressemblait cette vie. Dans cet épisode, vous allez nous expliquer comment les céramiques que vous avez étudiées permettent d'approcher une forme d'histoire sociale de l'âge du fer en Bretagne. Comme je le disais en introduction, c'est une période qui correspond à l'apogée de ce que l'on a appelé, et ce que l'on appelle encore, par habitude, l'art celtique. Vous tenez à parler, vous, d'art celtique au pluriel. Oui, mais il n'est jamais inutile de préciser qu'on a donné beaucoup de sens différents au concept d'art celtique. C'est pour ça que moi je défends un usage au pluriel, parce que dans le temps, dans l'espace, dans les manifestations, dans les fonctions, dans les usages, on ne peut pas parler d'un seul et unique art celtique. Et puis en plus, quand moi je parle d'art celtique, personnellement, je parle d'art laténien. Mais quand je parle d'art laténien, personne ne me comprend. Donc je parle d'art celtique et après je définis. Donc oui, à partir du milieu du VIe siècle avant notre ère, on observe des mutations dans, disons, les pratiques esthétiques. Parce qu'encore une fois, on va parler de la notion d'art. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour cette période-là, mais on va dire que les gens avaient des pratiques esthétiques. Ils avaient des choses qu'ils trouvaient belles, ils les matérialisaient et ils les utilisaient, ils les regardaient. Qui vont arriver à un développement maximal, effectivement, entre le milieu du 5e siècle et le milieu du 4e siècle avant notre ère. J'entends par là qu'on observe un foisonnement de ces témoignages d'une culture visuelle sous une forme très majoritaire d'objets décorés, avec une cohérence qui est très marquée et en même temps énormément de variations. C'est-à-dire qu'on identifie un style, mais qu'on peut décliner d'une manière réellement très très variable et du coup très intéressante. Et pendant longtemps, ce style-là a été connu par les objets luxueux que vous évoquiez, surtout des objets métalliques ? Oui, donc pour définir l'art laténien, c'est surtout des objets métalliques qui ont été utilisés, même si déjà dans le tout premier manuel qui est publié dans les années 40, on trouve aussi de la céramique, mais c'est relativement rare et c'est effectivement des objets très exceptionnels. Jusque-là, il faut comprendre que ce qu'on avait le plus fouillé, c'était de la sépulture. Et pas n'importe laquelle. Et l'attention était très portée sur des décors très spectaculaires, sur des objets en bronze, voire des objets en or. Il faut savoir que quand on trouve l'or, il brille encore lors de l'âge du fer. Contrairement au bronze, qui est dans un état lamentable, mais qui est quand même très beau. Et puis une fois qu'on l'a restauré, c'est clinquant, ça brille, c'est fascinant, c'est éblouissant. Et puis il y a des décors très complexes qui sont vraiment destinés à ça, à créer cette fascination. On ne peut pas s'arrêter de les regarder et d'essayer de comprendre comment ils ont été faits. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un humain, c'est un animal, c'est une plante, c'est rien de tout ça. Donc voilà. On a fouillé des nécropoles entières avec des centaines d'objets de parure, des torques, des fibules, des bracelets, des armes. Et donc, au milieu du XXe siècle, on avait déjà une sacrée base documentaire.
Mais cette connaissance était extrêmement biaisée. On sortait souvent les objets et les décors de leur contexte. Et c'est ça qui a changé. C'est que maintenant, on va plutôt s'intéresser à la position des objets, à la composition des ensembles, la façon dont on a sélectionné des objets pour les déposer à un endroit ou même pour les rejeter, aux techniques de fabrication des objets en eux-mêmes qui n'ont pas forcément de lien avec les décors, à la conception et à la réalisation de ces décors, à la matérialité en fait de ces décors, mais aussi à cette conceptualisation de l'esprit, de dire on transpose des images, on les recompose. Donc ces objets étudiés traditionnellement viennent pour beaucoup de contextes funéraires, pas exclusivement, mais pour beaucoup, et de contextes funéraires élitaires. Et puis il ne faut pas oublier que si les archéologues étaient si à l'aise dans l'étude de ces contextes fastueux, il faut dire aussi que c'était principalement des personnes issues de milieux privilégiés, et que pour eux c'était naturel qu'il y avait une élite et que c'est ça qui était important, puisqu'ils en faisaient eux-mêmes partie dans leur société. C'est aussi une histoire qui a été construite par des hommes issus de milieux privilégiés. Donc c'est pas très étonnant qu'on se soit surtout penché sur des hommes privilégiés, parce que les autres, ça les intéressait quand même un peu moins. Et ils étaient convaincus que c'était eux les auteurs de l'histoire. À l'inverse, vous avez étudié des céramiques, donc des objets qui permettent d'approcher le quotidien d'une population plus large, on va en parler. Et avant de comprendre ce qu'ils apportent de nouveau à cette vision des sociétés de l'âge du fer, est-ce que vous pouvez nous décrire ces objets ? Donc moi j'ai travaillé sur un type d'art celtique, disons, ou d'art laténien, qui sont les céramiques estampées. Donc pourquoi estampées ? C'est un type d'impression qui a la particularité de se faire avec un poinçon qui a généralement été fabriqué pour créer un motif. Je dis généralement parce que probablement qu'il y avait des objets de la vie quotidienne qui n'étaient peut-être pas fabriqués, par exemple des coquillages, ou des objets qui étaient fabriqués pour un tout autre usage et qui ont pu servir à imprimer des motifs. Ce n'est pas spécialement gênant, mais il y a cet usage du poinçon en plus par rapport à l'impression au doigt ou tout autre type d'impression. Elle se fait sur la céramique une fois qu'elle a séché. Donc elle est crue. Elle a séché, c'est ce qu'on appelle la texture cuir, et je trouve ce terme très intéressant parce que ça met en évidence le fait que ce décor par poinçonnage, il existe sur beaucoup d'autres matériaux. Il existe sur du métal, on est dans des matériaux un peu moins souples, mais il existe surtout beaucoup sur le cuir. On sait que ça existe aussi sur des écorces, de l'écorce d'arbres, sur plein de matériaux organiques qui ne sont pas conservés. Et donc sûrement que la céramique estampée est en réalité la pointe de l'iceberg qui nous reste, mais qu'il y a beaucoup d'autres objets qui avaient un lien avec ces images-là et ces décors-là, mais qui ne sont pas conservés. Ensuite, elle s'applique sur une grande variété de formes et de tailles, en Bretagne à cette période-là, avec par exemple de grands vases hauts avec un profil un peu sinueux, ce qu'on appelle des coupes qui sont plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui des écuelles ou des assiettes un peu creuses, quoi. Pareil, avec des profils en S assez esthétiques en elles-mêmes. Les formes sont aussi une façon de mettre en valeur l'esthétique de ces objets, avec des techniques de mise en forme variées. Des techniques de mise en forme variées, des motifs variés également. On est principalement sur des motifs assez simples, donc des arcs, des cercles, des S, des croix de Saint-André. Après, il y a des variantes qui sont complexes, avec des petits pointillés, des effets de creux et de relief. Il y a quelques motifs qui sont un peu plus complexes, où justement on a un champ en creux carré, sur lequel on va dessiner une espèce de petite rosace ou des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout des motifs curvilignes qui vont contribuer à des effets visuels de continuité, de trompe-l'œil, où on ne sait pas très bien si cette ligne de vague, elle est constituée d'arcs, elle est constituée de S, elle est constituée de quoi ? De textures, comme je disais, avec ce côté très pointillé, de creux de relief, qui contribue à ce jeu-là. Je pense qu'il y a un vrai jeu entre la création du décor et l'observation, parce que certains poinçons peuvent servir à faire plusieurs motifs, et plusieurs motifs peuvent être faits avec différents poinçons. Et à chaque fois, il faut observer de manière très détaillée l'objet, donc on a différents niveaux de lecture. Si on le voit de loin, on voit qu'il est estampé. Si on se rapproche un peu, on commence à visualiser comment est organisé le décor, à quel thème il se rattache.
Si on regarde vraiment très très dans le détail et pendant longtemps, on peut s'apercevoir des détails de création du décor. Et je pense qu'à l'époque, les gens n'étaient pas forcément insensibles à ça. Et est-ce qu'il y a des spécificités locales dans ces motifs ou est-ce qu'on retrouve la même chose qu'ailleurs ? Les deux sont vrais. Donc moi, j'ai étudié l'ouest de la Bretagne, entre autres zones d'Europe d'ailleurs, sur lesquelles a porté ma thèse, où se développe ce type d'esthétique et cette technique-là sur céramique. L'intérêt d'étudier l'ouest de la Bretagne, c'est que c'est un espace relativement cohérent, on le sait par les pratiques funéraires, l'habitat, d'autres types d'objets. On constate en fait qu'en gros, à l'ouest de l'embouchure de la Vilaine et de la Rance, on est plutôt dans l'ouest de la péninsule armoricaine et à l'est, on est plus dans des choses qui ressemblent à ce qui se passe en Mayenne, en Loire-Atlantique actuellement, etc. Et encore une fois, il n'y a pas une rupture claire et nette. C'est-à-dire que c'est, disons, le lieu dans l'ouest de la France où cette esthétique est la plus développée et la plus cohérente. Ça existe dans tout le Grand Ouest, ça existe dans toute la France actuelle, ça existe dans toute l'Europe. Pendant longtemps, on a voulu voir une relation atlantique où on a dit c'est des céramiques apparentées à la céramique estampée qu'on trouve sur les îles britanniques ou en péninsule ibérique. Et bien, il s'avère que j'ai étudié ça dans ma thèse et qu'en réalité, pendant la période latinienne, la parenté, elle va plutôt vers l'Europe continentale. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est certes la Bretagne est un territoire atlantique, mais ce n'est pas un déterminisme géographique. À cette époque-là, on voit plutôt un espace qui est tourné vers le continent. Et au final, cette esthétique estampée, les meilleurs parallèles sont peut-être en Tchéquie. Alors à quoi servaient ces objets ? De façon strictement pratique, l'utilisation, tout était plus ou moins du service ou de la consommation de repas. Il n'y a pratiquement pas d'estampage sur des récipients de stockage en Bretagne. Comme je disais, c'est de très beaux objets, des objets pas comme les autres. Donc je ne crois pas que c'était des objets qui sortaient tous les jours. Mais manifestement, ils n'étaient pas non plus exceptionnels. Puisque voilà, on parle de plus de 1000 objets sur la période et voilà, encore une fois, c'est une toute petite partie de ce qui a existé et qui est conservé et qu'on a retrouvé. Après, je pense que la manière dont ils étaient décorés et les endroits des vases, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des endroits qui sont très peu visibles sur les vases. On a des vases qui sont décorés sur la lèvre, à l'intérieur. On a des assiettes qui sont décorées uniquement, ou des bols un peu, qui sont décorés uniquement sur le fond, un peu comme les bols bretons. Et du coup, pour voir le décor, soit il est vide, soit on l'a vidé. Et au départ, on n'a pas vu le décor. Et en fait, on découvre le décor quand on finit son assiette. Et je pense qu'il y avait donc une sorte de mise en scène ou de petit jeu où les gestes étaient liés aussi à cette découverte des décors. Ça permet sans doute de montrer que c'est pas qu'ils véhiculaient des messages parce que je ne pense pas qu'il y ait un contenu à ces décors. Mais le fait qu'ils existent, leurs caractéristiques, la façon dont ils étaient faits, dont ils étaient placés, dont ils étaient utilisés, ça transmettait quelque chose au niveau social. Et non seulement ça transmettait au sens intellectuel, mais ça figeait quelque chose de social. Les personnes qui reconnaissaient ces objets-là, elles appartenaient à une même culture esthétique. Les personnes qui les avaient. Après, je ne sais pas si ça veut dire qu'il y avait une stratification sociale et que ces objets-là étaient très précieux. Je pense qu'il faut dépasser cette idée de ça ne sert qu'à l'affichage du statut. Je pense que ça sert à afficher plein de choses, ça sert à matérialiser plein de choses. C'est une expérience, les gens vivaient avec ces objets-là, et ça servait à créer des liens sociaux. Cela vous a donc amené aussi à vous interroger sur la limite qui peut être parfois ténue entre art, ce qu'on appellerait art aujourd'hui, et artisanat. Oui, parce que moi, le terme d'art me gêne beaucoup. Au départ, je ne voulais parler que de pratiques esthétiques, de culture visuelle, mais encore une fois, c'est des termes qui sont un peu barbares et qui ont du mal à passer au-delà des frontières des chercheurs en sciences humaines. Mais de fait, le concept d'art est très difficile à transposer dans les sociétés proto-historiques, parce qu'on ne sait pas vraiment s'il y avait des artistes en tant que tels. S'il y en avait, il en avait probablement très très peu. Et vu que quasiment tous les objets dont il est question étaient utilitaires, avaient une vraie fonction,
Il y avait très très peu d'objets qui étaient faits pour être juste admirés, juste pour leur beauté et pour leur qualité artistique. J'ai du mal à croire que cette notion d'art, elle ait existé dans le découpage mental des gens de cette période. Ça m'étonnerait beaucoup, je ne suis pas dans leur tête, mais il y a plusieurs indices qui ont tendance à contredire cette idée. Pareil, en fait, est-ce que les personnes qui créent ces objets-là, leur travail, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on définirait comme de l'artisanat, pas de l'art? Ils avaient certainement à la fois une compétence dans la conception des décors, dans leur mise en œuvre, mais aussi dans la fabrication d'objets fonctionnels. Je pense qu'ils étaient probablement plus ou moins spécialisés dans des activités que l'on catégorise aujourd'hui comme de l'art. Par exemple, le chant ou la pratique d'un instrument, les arts de la parole, la poterie, la métallurgie du bronze, celle du fer, qui sont aussi un peu à cheval entre l'art et l'artisanat. Donc en vrai, je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que les nouvelles données archéologiques, je pense à votre travail sur les céramiques par exemple, permettent d'approcher ce que j'appellerais une histoire sociale de l'âge du fer, ou est-ce que c'est encore trop lacunaire ? C'est ambitieux d'essayer de construire une histoire sociale de l'âge du fer, et pourtant je pense qu'il faut essayer. Aujourd'hui, on a la chance, notamment en France, d'avoir un afflux de données continues qui provient notamment de l'archéologie préventive, mais pas uniquement, qui nous permet justement ce travail sur du volume, sur le croisement de sources avec des recherches pluridisciplinaires qui vont nous permettre de bâtir des théories et de confronter sans cesse ces théories à l'évolution de la recherche. C'est ça qu'il ne faut jamais arrêter de faire, je pense. Donc on acquiert de nouvelles données et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que nos approches ne cessent aussi d'évoluer. On pourrait accumuler de la donnée et continuer à l'interpréter comme au XIXe siècle. On en serait toujours, pas au même point, mais on peut toujours trouver des indices pour conforter ces modèles-là. Aujourd'hui, on interroge justement, en fonction de nos préoccupations sociales, d'autres éléments. Voilà, comment on construit des relations sociales plus égalitaires, est-ce qu'elles ont existé par le passé ? Est-ce qu'on détruit l'environnement depuis toujours ou pas ? Des questions comme ça qui font écho à notre vécu et à comment on perçoit notre société actuellement. Et c'est à la fois un biais, parce que de fait, c'est une porte d'entrée comme une autre, mais c'est l'évolution justement de la recherche qui fait que, au fur et à mesure, voilà, on essaye de ne pas tourner en rond. L'Almanach est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications. Retrouvez également la série sur le mur des podcasts de Ouest France et sur l'antenne de Radio Boa et des radios associatives et locales de la Corlab.